Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 13 dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le market order flow en recherche d'achat modéré. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Alors, c'est intéressant de voir le crypto fear comme ça. Alors là, on a tout simplement le graphique du Bitcoin et les petits points du crypto fear qui sont mis sur chaque jour, tout simplement. Le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les 20 et les 10. Les 10, vous savez, autour des 10, c'est les bottoms. Ils auraient dû le faire vraiment d'une couleur assez différente. Par exemple, un rouge très voyant. Et vous auriez pu voir d'une façon très précise que à chaque fois qu'on a ces points rouges, on est vraiment sur des gros bottoms. Malheureusement, ça ne se voit pas parce qu'on ne différencie pas le 10 et les 20 et 10 et en dessous. Vous voyez que là, on a des bottoms, mais on était plus entre les 10 et les 20. Alors que là, on a des vrais bottoms et on était en dessous des 10. On va 10, 11, pareil ici, vous voyez 9. Là, vous voyez, on est parti rechercher aussi très bas. Je me rappelle, on est parti rechercher du 9. Là également, il y a quelques jours, on a fait du 11, du 10, du 8. Mais c'est pas très clair sur le graphique. Voilà, c'est dommage. Ils auraient dû faire 10 et en dessous vraiment des points rouges et ça aurait été beaucoup plus pertinent d'un point de vue lecture graphique. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Le crypto fear, on le voit souvent. Je vous ai déjà montré que en général, quand on est 8 et 10, c'est tout simplement des bottoms de marché. Voilà, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas fait vraiment une lecture plus facile à repérer les bottoms avec vraiment un rouge bien vif pour le extrême fear, hein, parce que pour eux, dès qu'on est en dessous de 20, c'est l'extrême fear, mais ils auraient vraiment dû faire un niveau extrême fear en dessous les 10, qui en général marquent les bottoms long terme sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin en vue jour, regardez, il continue dans sa phase de latéralisation. Tac, vous le voyez, ce range ici en rose, sauf que, en fait, le range a été cassé par le bas. Ah, quoique, en fait, non, le range n'a pas été cassé par le bas. C'est juste que il a fait un nouveau bas de range. C'est juste que moi, je pensais que le bas du range était ici, vu qu'il y avait les fameux 3 points de contact. 1 point, 2 points, et ici, on avait peut-être le 3e point. Mais là, regardez, on a 1 point, 2 points. Donc, en fait, si je trace par rapport à ça, plus les... Et voilà. Et ouais. En fait, il a été chercher ce niveau-là pour le bas du range. Donc, en fait, le bas du range que j'avais fait avant n'était pas forcément le bon par rapport à ce qu'il vient de nous faire hier. Donc là, en fait, hier, il a validé que le bas du range, c'était plutôt par rapport à cette mèche qui était là. C'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à retracer ces niveaux si le cours fait un peu quelque chose qui est un peu différent de ce que vous avez tracé. Là, on voit qu'il a réagi parfaitement par rapport à cette mèche. Et effectivement, on a bien nos 3 points de contact aussi. Donc, ouais, bas du range validé. Bref, tout ça pour dire que le Bitcoin est toujours actuellement dans un range. Quand on est en haut du range, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 jours, je vous avais dit qu'on était en haut du range ici. Le but, c'était d'aller chercher le bas du range, sauf si on arrivait à rebondir sur la zone de support qui était là. Malheureusement, hier, on a cassé la zone de support. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher le bas du range. Il n'y a pas de hasard dans le trading. C'est comme ça que ça marche. Et je le rappelle, si vous prenez des énormes time frames, on est actuellement en discount. En somme, on est plus près des zéros que de l'ATH. Eh ouais, actuellement, on est sur le discount. Donc, à partir de là, beaucoup commencent à faire ce qu'on appelle du dollar cost average. Vous prenez vos 10 000 balles, si vous avez il vous reste 10 000 euros de capital, ou vous voulez investir 10 000 euros de capital, et ben vous mettez, je vais dire une bêtise, 5% tous les 1000 dollars de baisse. Et vous allez voir que même si on arrive à 15 000, vous allez potentiellement acheter le bottom de marché. Vous divisez en 20 votre position, en 10 votre position, et tous les 2000 dollars ou tous les 3000 dollars, vous achetez potentiellement. Vous voyez un petit peu l'idée? On n'est jamais insatisfait de ça et de cette approche-là. C'est l'approche de dollar cost average qui fonctionne le mieux et qui tend à surperformer les indices. Intéressant. Si vous faites du dollar cost average sur des actions technologiques de croissance, par exemple, si vous l'avez fait sur les 10 dernières années, vous serez bien plus rentable que le S&P 500 lui-même, en faisant du dollar cost average. Pas moyenné sur le temps, mais moyenné par le prix. Ce qui est une forme de dollar cost average un petit peu différente. Généralement, le dollar cost average, c'est je prends une partie de ma position à chaque date fixe. Une fois par mois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Là, c'est un petit peu différent. C'est on prend les discounts et potentiellement, on va chercher en fait dans un bas et dans la perte. En somme, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous êtes investisseur sur ce marché, eh ben, vous êtes censé être bull.
puisque vous êtes censé acheter ce marché. Si vous êtes trader, vous êtes bear, vous êtes censé vendre ce marché. Si actuellement vous êtes trader et que vous achetez ce marché ou vous prenez des longues, c'est une mauvaise idée. Parce que ça veut dire que vous êtes contre-tendance. Et oui, que ce soit dans les prochaines semaines ou les prochains mois que le Bitcoin et les crypto-monnaies sortent de leur tendance baissière, le comportement qu'on va avoir dans les prochaines semaines et les décisions qu'on va prendre vont être très importantes pour notre futur financier. Et dans la vidéo, je vais vous parler de 10 règles d'or en crypto-monnaie pour être profitable dans ce marché-là. Et sérieusement, je vous recommande de prendre un papier et un crayon et de les écrire parce que tôt ou tard, ces règles-là vont être très importantes pour vous dans le marché des crypto-monnaies. Et j'espère qu'elles pourront vous aider dans vos prises de décision pour être des investisseurs profitables dans peu importe lequel des marchés que vous allez investir. Et il y a quelques-unes de ces 10 règles-là qui sont des leçons que nous allons pouvoir tirer des cycles de boom and bust des crypto-monnaies depuis les dernières années. Et il y a plusieurs leçons là-dedans que j'ai appris à la dure et là que vous allez avoir la chance d'apprendre gratuitement dans cette vidéo. Ça, c'est super important. Donc, pour l'instant, assez mitigé. On a toujours des spreads extrêmement négatifs. On a des capitulations au niveau des longues qui sont décroissants. Et il y a très, très peu de liquidation de short. C'est normal. On ne vient jamais les inquiéter. Jusqu'au jour où on viendra les inquiéter. Et pour le coup, malgré toutes les petites vignettes qu'on peut mettre, hausse imminente, etc., short squeeze imminent, machin, il va arriver ce short squeeze. Potentiellement, il arrivera. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si les bottoms de marché sont posés aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut bien évidemment souligner. Spread extrêmement négatif en dehors de Bitcoin, etc. On a des open interest qui sont extrêmement bas. Donc, si la question est est-ce qu'on doit aller beaucoup plus bas et est-ce qu'il faut aller beaucoup plus bas, la réponse est non. Nous n'avons pas besoin d'aller plus bas pour faire un nouveau sommet. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on retrouve des open interest assez équivalents, voire inférieurs à ce qui s'était passé en juillet 2021. Or, en juillet 2021, on est passé de 28 000 $ à 67 000 $. Voilà, ça c'est super important. Donc, est-ce qu'il faut aller plus bas ? La réponse est non. On n'est pas obligé d'aller plus bas. Et pour moi, on n'ira potentiellement pas plus bas. Mais je peux complètement me tromper et je suis couvert. Et je me trompe très souvent. Ouais, vous voyez qu'on est quand même revenu sur des niveaux d'open... Allez, on peut peut-être un tout petit peu faire de la chasse à liquidité, mais à peu de choses près, on est vraiment arrivé sur des bas, entre guillemets, sur des plateaux. J'ai partagé également sur Twitter hier le crash Covid comparé à ce qui se passe maintenant. Donc là, c'était vraiment le bottom Covid à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a rebondi. Hop, on a retesté la zone danger. Zone hasard ici, 666 avant d'aller toujours plus haut et tout de moon. Et cette même zone ici, donc si la même chose se repasse, si ici, hop, on reteste la zone danger, ça serait ici vers les 28 286. Pour l'instant, on s'approche, on est dans cette zone-là, vers les 28 000 et quelques. Mais on n'est pas encore sur cette zone danger, d'accord ? Misez pas vos organes, puisque ce qui peut se passer, c'est qu'on pète ça à la baisse. Par contre, si ici, on voit qu'on reteste la zone danger et hop, on monte de plus en plus gentiment, signe de force. Là, on peut commencer à réfléchir, en effet, on peut remettre en question ses organes. Ensuite, petit graphe là au niveau de ta analyse, très intéressant là aussi, au niveau des bull run, vous pouvez voir qu'il nous a mis une moyenne mobile. Alors je sais pas laquelle c'est exactement, s'il l'a écrit ici. Voilà, alors après attention comme d'habitude, c'est une moyenne mobile, mais en général, quand c'est des moyennes mobiles comme ça à long terme, qui vous voyez, hop, elle touche ici, c'est un point bas de marché, ça touche ici, point de marché, et là on est de retour dessus, donc c'est intéressant. Attention, on peut passer encore légèrement en dessous, comme on l'a fait plusieurs fois ici, c'est tout à fait possible. Et après il nous a mis un deuxième graphique à peu près dans le même style aussi. Et voilà, alors il me semble que c'est pas la même moyenne mobile, mais voir que c'est un peu pareil, à chaque fois vous voyez, hop, on fait un point bas ici, on arrive à repartir, on fait un point bas ici, on arrive à repartir, etc. Et là, je dirais que c'est plutôt en mensuel. Ouais, là, ça doit être en mensuel. Donc, c'est intéressant. Après, voilà, la plus intéressante, c'est la moyenne mobile 200 en weekly. Là, je sais pas si c'est celle-là, mais j'ai pas l'impression. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Elle est plutôt vers, alors ça dépend suivant le graphique, mais en général, elle est entre 21 000 et 25 000 $. Et si jamais on la retouche, là, par contre, on est vraiment sur voilà, un point bas historique où il y a très très peu de chances en réalité qu'on aille en dessous parce que le Bitcoin, à chaque fois, depuis 13 ans, en fait, à chaque fois, il trouve un rebond sur cette moyenne mobile 200. Donc, si on y va, personnellement, je n'hésiterai pas à faire un all-in sur le marché si jamais ça arrive. Le dollar, pas grand chose de nouveau, à part qu'il nous fait un léger rebond. Voilà, donc comme on l'a vu la semaine dernière, on avait une divergence daily qui se mettait en place, qui du coup a été validée, nous entraîne une petite correction, mais pour l'instant, comme on l'a vu hier, c'est juste une petite correction. Pour avoir une plus grosse correction et une intention baissière, il nous faudra bien entendu changer la structure du prix, c'est-à-dire pour l'instant on est toujours dans une tendance haussière avec des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus bas. Donc il faudra retourner ce modèle pour commencer à avoir des plus bas, des plus hauts, plus bas, et enfin repasser en tendance baissière au moins daily, voilà, pour avoir
une correction plus importante et pouvoir laisser respirer les marchés traditionnels et les cryptos pour espérer avoir à minima un gros rebond. Voilà, pour l'instant, c'est pas fait. On a toujours les plus bas plus haut, les plus hauts plus haut. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est soit casser le plus bas là déjà dans un premier temps, ensuite avoir un rebond et ne pas dépasser cette zone pour avoir également le plus haut plus bas. Ou alors, là, le rebond qu'on est là, hop, on va faire un petit dessin. Continuer peut-être un peu et hop, trouver un plus haut plus bas que le plus haut précédent. Nous faire en gros un M-top, parce que je vous rappelle qu'un M-top, on peut soit faire un M-top si on fait un double top ou un plus bas, mais pas un plus haut. Ça veut dire que là, même si on était descendu plus bas que celui-là, on n'aurait pas encore un M-top et on n'aurait toujours pas de retournement de tendance. Il nous faudrait un rebond et un plus bas que le dernier plus haut. Voilà, donc quoi qu'il en soit aller casser ce bas-là en premier et ensuite faire un rebond plus bas que celui-là, soit faire un rebond avant le plus bas là, faire un plus bas sommet et ensuite, bien entendu, casser le dernier plus bas pour avoir également notre plus bas. Tant qu'on n'aura pas ce genre de structure, eh bien, faut pas s'attendre à un gros rebond sur les marchés traditionnels et les cryptos. Les moyennes mobiles, c'est très bien, c'est un petit peu la même idée, j'essaie de surfer le machin. Mais la moyenne mobile ne te dit pas à quel moment de l'année tu es. Tu vois, or la vie des hommes, la vie économique, elle est rythmée de façon calendaire. C'est-à-dire que le 31 décembre, c'est très important. Les fins de trimestre sont très importantes. On peut le faire à l'équinoxe et au solstice. Exactement, tu peux le faire 2 fois par an, ou tu peux le faire une fois par an, ou 4 fois par an. Et voilà. Ah oui, quand haut et bas, bien sûr. Et voilà. Et ça, à mon avis, là, on correspond à des réalités psychologiques. C'est-à-dire que pour nous, notre vie, elle est rythmée en années et en trimestres. Donc chaque trimestre, tu regardes le prix du marché, et puis ensuite, il redémarre. S'il passe en dessous de ce prix-là, tu vends ta position et t'attends qu'il repasse au-dessus. Donc tu es tout le temps protégé, en fait, de ton dernier point qui est sur le trimestre précédent, ton plus haut. Dès que ça repasse en dessous, alors tu perds un peu parce que c'est passé en dessous, tu coupes, puis t'attends. Et puis quand il repasse au-dessus, tu reviens. Au niveau de la Google Trend, vous pouvez voir la Google Trend qu'on a fait un rebond assez fort. C'est tout à fait normal. Je vous avais déjà expliqué qu'en fait, les particuliers, ils s'intéressent fortement aux cryptos quand on a un crash. Quand on a un crash, tout le monde revient pour regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis après, dès que le crash est passé et que ça commence à être calme, c'est là où l'euphorie est la moins forte. Et après, l'euphorie revient souvent, et c'est là où elle est plus forte quand, en fait, le marché monte et ne fait que monter. Comme on l'a eu ici sur les pics de avril-mai et quand on l'a vu ici pour 2017, vous voyez. Et quand on a un crash, ça fait un petit pic, mais du coup, vraiment, à court terme, là, ça risque de redescendre. Et si on commence à ranger tout l'été, ça va être vraiment le calme plat et ça va être très, très calme du côté des réseaux. Si le marché a été très agité, est-ce qu'il a une plus grande chance d'être agité demain ou non? Et la réponse est absolument oui, avec un amortissement de ce choc. Ouais, tu as des courbes pour ça. Bien sûr. Alors, mais voilà, en gros, quand le risque, quand on chute, le risque de chuter encore plus fort augmente par rapport à avant. Alors, c'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est la notion de drawdown et qui est absolument fondamentale en gestion de risque. C'est-à-dire que le risque, en fait, c'est pas que le marché baisse de 5% puis qu'il remonte de 5% le jour d'après. Bon, vous avez eu une journée un peu difficile, on est revenu. Le risque, c'est que ça fasse -5, plus 3, -10, plus 2, -15. Donc, le cumul, en fait, de toutes ces pertes arrive à quelque chose d'horrible. Descente aux enfers. Descente aux enfers. Entre le plus haut et le plus bas, même s'il y a eu des petits rebonds, c'est qu'on finisse par une perte de 20, 30, 50. Ce qu'on appelle le drawdown. Et ça, c'est le vrai risque, en fait. Ce n'est pas que ça bouge autour d'une moyenne de plus ou moins 10. C'est pas très grave, ça. Donc, c'est le risque de drawdown. Et pour qu'il y ait un risque de drawdown, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a finalement une mémoire du fait qu'il y a eu des pertes. Et donc, que les pertes se cumulent, en fait. C'est le cumul qui est dramatique. Or, ce qui se produit, c'est que ce cumul des pertes se fait quand on a déjà des pertes. C'est-à-dire, quand on commence à être agité, on commence à avoir des pertes, et plus on a des pertes, plus la probabilité d'en avoir d'autres augmente. C'est comme les séismes en fait. Quand il y a un séisme, ça augmente le risque d'un séisme plus gros parce qu'on secoue le bousin et du coup toutes les failles latentes, elles se réveillent au fur et à mesure, potentiellement. Absolument, c'est exactement comme les réplications de séismes. Donc dès que tu as eu un séisme, la première chose qu'il faut faire, c'est vite, même s'il est passé, aller fermer tout, etc. Parce que la probabilité que tu en aies un deuxième qui suive est énorme. Et d'ailleurs, en parlant de wallet crypto, on a Ledger qui va étendre ses services en proposant une extension de navigateur pour permettre aux utilisateurs de connecter leurs clés physiques directement aux applications décentralisées en toute sécurité sans avoir à passer par d'autres applications.
À savoir que cette extension qui se nommera Ledger Connect va tout d'abord passer en phase test et pour commencer, elle ne sera disponible que sur le navigateur Safari et uniquement pour les possesseurs de la Ledger Nano X. Et à son lancement, l'extension prendra en charge les réseaux Solana et Ethereum. Et une fois le développement terminé, Ledger a annoncé que l'extension sera capable de détecter automatiquement la blockchain en se connectant à une application décentralisée, ce qui évitera à l'avenir les mauvaises manipulations qui peuvent coûter très cher. Et la particularité de leur extension est qu'il ne s'agira pas d'un non-custodial wallet comme MetaMask, étant donné qu'elle ne permettra pas le stockage de crypto et qu'elle servira uniquement à faire le lien entre la clé Ledger et l'application décentralisée. En bref, Ledger nous propose une solution qui évitera certainement un grand nombre de pertes ou de vols de crypto à l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le projet de règlement MiCA peut impacter l'écosystème et l'industrie des NFT. Pour rappel, on vient de le voir, donc MiCA est une réglementation pour les activités financières sur crypto-actifs, qui plus est, qui s'adresse aux activités donc centralisées. Et là, ça pose problème car les NFT ne sont pas une classe d'actifs homogène, mais une technologie qui regroupe des cas d'usage totalement différents, y compris et surtout non financiers. Il faut donc veiller à ce que MiCA ne déborde pas sur ces activités. Les NFT sont aujourd'hui en partie utilisés pour des applications financières, mais ce n'est clairement pas la majorité des cas d'utilisation, d'autant que pour rappel, cette technologie n'est qu'un certificat d'authenticité sur blockchain qui peut servir à beaucoup de choses, notamment dans l'art et aussi dans le suivi de marchandises par exemple. Après l'effondrement récent de l'écosystème Terra, les pays du G7 vont se réunir cette semaine pour discuter entre autres des crypto-monnaies. Le directeur de la Banque Centrale Française estime que ce qui s'est passé est un signal d'alarme sur le besoin urgent de réglementer les cryptos. Le gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, s'est exprimé aussi à son tour à l'occasion du Forum financier international de Paris. Il a déclaré qu'il s'agisse des monnaies numériques ou des paiements, nous, en Europe, devons être prêts à agir aussi vite que nécessaire ou prendre le risque d'une érosion de notre souveraineté monétaire. Des dangers nous attendent. Il a rajouté que, outre cette fragmentation publique ou géopolitique, il existe un risque de fragmentation privée lié à un développement désordonné des cryptoactifs, parmi lesquels les stablecoins qui portent plutôt mal leur nom. Monsieur François Villeroy de Galhau a fait aussi un puissant appel à une réglementation mondiale qu'il est urgent de mettre en place. Du côté européen, il a dit « Nous sommes sur la bonne voie avec le règlement MiCA. Les cryptoactifs pourraient perturber le système financier international s'ils ne sont pas régulés et surveillés de manière cohérente et appropriée dans l'ensemble des juridictions. » Pour vous aider à comprendre ce discours, je vous invite à revoir mes vidéos sur le sujet gouvernement mondial numérique. Je vous mettrai le lien en description. Pour rappel, ce projet a été annoncé au sommet du gouvernement mondial, World Government Summit, aux Émirats Arabes Unis, par l'ex-conseillère de Nixon au sujet de l'abandon du système monétaire mondial pour le remplacer avec un nouveau système sur blockchain et les monnaies numériques. Du coup, il n'y a aucun stablecoin sûr à 100%. Mais à 100%, aucun. Zéro. Nada. Ça n'existe pas. Quand on avait fait la vidéo sur USDT, je vous expliquais que c'était sur de la trésorerie qui était backée. Dans la trésorerie, ils ont 4 ou 5% de cash. De cash, genre du dollar. Donc, évidemment, il y en a des plus ou moins stables de par leur volume, de par leur ancienneté, parce que plus tu existes depuis longtemps, plus tu fais face à des gros problèmes, plus tu sais te protéger, en fait, si tu veux. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il faut pas que ça te tue. Il y a quand même aucune fiat sûre à 100... je vous dis un truc, il y a 5% d'inflation sur l'euro. C'est-à-dire qu'à ce taux-là, en 3 ans, vous perdez 15% de toute la valeur que vous avez en laissant votre argent sur votre compte courant. C'est l'euro, je vous parle de l'euro. Le dollar, on est à 7 ou 8%. Donc ça veut dire que chaque mois, quand vous êtes en dollars, vous perdez 0,8% de la valeur de ce que vous avez. Do Kwon, donc le fondateur de Terra Luna, aurait dissous la société, donc l'entité, quelques jours seulement avant le crash. À l'heure actuelle, on peut tout simplement lire sur la page Wikipédia de Terraform Labs que le fondateur, donc Do Kwon, avait lancé des procédures pour dissoudre la société, notamment en Corée, et ça seulement quelques jours avant le crash. D'ailleurs, sa procédure avait été acceptée et maintenant, la société donc Terraform Labs opère directement depuis Singapour. Et donc, sur les sources de cette page, on peut notamment lire que Kwon avait lancé la procédure en fait de dissolution le 30 avril et qu'elle avait été acceptée par la Cour suprême de Corée du Sud le 4 mai, soit seulement 3 jours avant le début du crash. Alors, est-ce
que c'est une coïncidence? En tout cas, on peut se poser la question et je t'invite d'ailleurs à me donner ton avis dans les commentaires. Il faut également noter qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore reçu de licence d'application, donc notamment pour les services de paiement, et ça à Singapour. Donc pour l'instant, affaire à suivre et je t'informerai des suites de cette histoire dans les prochains jours. Et pendant ce temps, en Corée du Sud, on a un groupe d'investisseurs qui serait en train de préparer des poursuites en justice pour fraude avec un cabinet d'avocats de première envergure dans le pays, et ils ne s'arrêtent pas là car ils auraient également déposé une réclamation auprès du procureur pour réclamer une saisie provisoire des biens de Do Kwon. Et malheureusement pour Terra, ils ont 3 de leurs meilleurs avocats qui ont mis les voiles depuis le début de la crise. Donc là, on a des poursuites en justice qui sont en train de se préparer et des équipes juridiques qui démissionnent très probablement car ils savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner au vu de leur connaissance des rouages internes de la société. Bref, vous l'avez compris, le feuilleton Terra est très loin d'être terminé et la justice va certainement mettre à jour des pratiques plus que douteuses des équipes de Terra. Asher, j'ai entamé une procédure de justice, aucun souci, l'œil d'hacker. Tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Si tu veux, je peux même te mettre en lien avec le service juridique qui donne la procédure. Bah, vous savez, 4000 clients sur ce produit, des millions sous gestion. Il y a des gens qui ont le droit d'être en colère. Hein. Il y a des clients, ça fait 5 ans qu'ils sont chez nous, ils ont fait 5 grosses positions, ils ont gagné 5 fois beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils perdent un pourcentage sur leurs produits de lending. Ils viennent vers nous et ils nous disent, je veux un remboursement intégral, je ne veux strictement aucune perte, sinon je porte plainte. Ça fait partie du monde de l'argent, faut le comprendre quand même. Hein. Il est hors de question qu'on se cache derrière ces choses-là. Ça fait partie de nos promesses et ça fait partie de nos valeurs. Problème ou pas problème, on était là pour récolter les fleurs quand tout se passait bien, donc on sera là pour bouffer de la merde quand il y en a. Évidemment, c'est rude, mais ça fait également partie de ces engagements-là. Et je vais d'ailleurs vous parler du coup de qu'est-ce qu'on a fait et comment. Alors pour nous en particulier, il n'y aurait aucun sens à ce que les NFT rentrent dans ces classes d'actifs, surtout pour ce que nous on fait, où les NFT sont juste un objet technique dans un système d'échange et de transfert de responsabilité. On se retrouverait dans une complexité absolument absurde en faisant passer des objets techniques pour des objets financiers. Les NFT sont tous considérés comme des actifs financiers. Or, s'il n'y a pas de discernement autour de ces technologies, ça reviendrait à dire quelque part qu'une carte de fidélité ou un certificat de garantie, une preuve d'achat pour un produit doit répondre aux mêmes exigences qu'un titre financier en termes de conservation, en termes de traitement. Plusieurs banques centrales lancent une attaque synchronisée contre les crypto-monnaies quelques jours avant la chute de leur market cap. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé du discours à charge de Fabio Panetta, membre de l'Executive Board de la Banque Centrale Européenne. Il a accusé tout l'écosystème crypto d'être un grand casino. Il a déclaré que la cupidité et l'anarchie ont transformé cette terre promise en Far West, où une minorité a exploité le rêve de la majorité. Il a accusé les bitcoiners qu'ils aspiraient à réaliser une utopie anarchique. M. Panetta semble oublier que le Gold Rush a créé les États-Unis et que parfois le chemin est aussi enrichissant que la destination. Historiquement, dans le Far West, les nouvelles de l'or ont amené environ 300 000 personnes en Californie, du reste des États-Unis et de l'étranger. L'afflux soudain d'or dans la masse monétaire a revigoré l'économie américaine. L'augmentation soudaine de la population a permis à la Californie de devenir rapidement un État. Un euro numérique pourrait voir le jour d'ici 2026, c'est ce que le membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, Fabio Panetta, a indiqué, avec une phase de développement et de test qui pourrait commencer dès 2023. En fait, ce qui a été remarquable, ça a été la violence et la soudaineté de la chute. En l'espace de quelques jours, la market cap de l'UST est passée de 18 milliards à 1 milliard de dollars et la market cap du token Luna est passée de 30 milliards à 1 milliard de dollars et les deux tokens ont perdu la quasi-totalité de leur valeur. C'était presque incroyable de voir quelque chose qui valait en tout presque 60 milliards de dollars au début du mois de mai et qui représentait une proportion non négligeable de toute la finance décentralisée chuter à une valeur très proche de zéro en si peu de temps. La chute de Luna a eu des impacts non négligeables sur le reste du marché crypto et malheureusement certains ont perdu beaucoup d'argent, comme par exemple cette personne qui a expliqué sur Twitter que son investissement, qui valait préalablement 2,8 millions de dollars, valait maintenant seulement 1000 dollars. Sans parler de cette autre personne qui aurait réussi à trouver l'adresse postale de Do Kwon, le fondateur de Terra Luna en Corée du Sud, et qui se serait introduite chez lui pour réclamer une compensation après avoir perdu plus de 2 millions de dollars.
Donc malheureusement, il n'y a pas lieu de rigoler parce que c'est vraiment le genre de catastrophe qui peut avoir des conséquences dramatiques dans la vie réelle, particulièrement si le montant investi représente une part importante de notre patrimoine. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que quand on s'intéresse à des investissements risqués comme les altcoins, il vaut mieux toujours diversifier en investissant que des petits pourcentages de votre portefeuille crypto dans chaque altcoin. Donc maintenant, parlons des 10 règles d'or pour réussir en crypto-monnaie. La première règle d'or, c'est que chaque personne est responsable de son propre portfolio. Lorsqu'on est investisseur, on est responsable de deux choses, du moment qu'on achète et du moment qu'on vend. Seulement ces deux choses-là qu'on est responsable. Donc, pour tous les gens en ce moment là qui chialent après les whales, les market makers, après les YouTubers, après les gens sur Twitter, mais rappelez-vous que vous êtes responsable. Tu es responsable de quand tu achètes et de quand tu vends. Et il y a personne d'autre que toi qui est responsable de ton portfolio. Ça, faut que tu le comprennes. Et ça peut paraître dur comme ça. Mais ne faites pas comme si vous le saviez pas. Ne mettez pas le blâme sur les autres parce que si vous mettez le blâme sur les autres quand ça crache, mais vous allez mettre le succès sur les autres quand ça monte et vous allez jamais vous sentir vraiment responsable de ce que vous faites. Et ça, c'est le secret pour être un investisseur non profitable. On finit avec Robinhood qui va sortir un wallet Web 3.0 qui permettrait de ne plus payer des frais de transaction. Ça peut être intéressant aussi. Après c'est Robinhood, donc on se méfie toujours, mais ça pourrait être pas mal. Le fait de pas avoir de frais de transaction, pouvoir, alors je sais pas comment ils vont se démerder. J'ai pas lu l'article entier pour savoir exactement comment ils vont le faire, mais en fait ça retient beaucoup de gens qui sont nouveaux dans la crypto, qui disent ok j'ai dans la crypto, je vais pas avoir de frais, c'est ce qu'on leur dit, ça va être très rapide, c'est décentralisé, etc. Et en fait ils viennent et puis ils payent $20, $25 de frais pour transférer des Ethereum. Et du coup ils se disent ok je me fais niquer là, du coup c'est pas normal. Et en fait voilà ils ont pas forcément les connaissances de se dire ok je vais passer par blockchain Solana ou je vais passer par le blockchain Tron ou alors par une autre blockchain la BSC pour payer beaucoup moins de frais. Et du coup ils vont passer par ERC20 classique où en fait ils vont se payer le max de frais. Donc ça pourrait être intéressant. Et en fait je pense qu'un wallet propose ça sans se dire qu'il faut qu'il passe par une blockchain différente de celle proposée, et ben ça peut être vraiment une bonne idée. Parce que le particulier lambda, il va pas chercher à regarder quelle blockchain il faut regarder, quelle blockchain il faut prendre en privilégié pour payer le moins de frais. Lui, il veut juste prendre le plus simple possible et payer le moins cher possible. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.